Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h ici à Bamako, la même heure à Ambouri, Ansongo et Bourem. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la deuxième de Mali Actualité, les titres. La région de Gao sera bientôt dotée d'une université. La localité qui doit abriter l'établissement éducatif est déjà connue et les populations adhèrent bien au projet. Assurance donnée au chef de gouvernement lors de son déplacement sur le site à 7 km de la ville de Gao. Vous l'entendrez au début de ce journal. La coopération Mali-UNICEF se porte bien à travers l'organisation onusienne. Des écoles de la région de Koutiala viennent d'être dotées d'infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement. 571 millions de francs CFA, c'est le coût global de l'opération. Au plan international, nous irons en Tunisie, en France, en Syrie et en Addis Abeba, en Éthiopie où se tient depuis hier le 36e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Déjà, on retient la désignation du président comorien Azali Assoumani comme le nouveau président en exercice de l'organisation. Pour la passeport, Famou Djourté sera là pour nous édifier. La prostate, une préoccupation majeure de nos jours. La pathologie est au cœur du focus santé de ce dimanche avec Barakissa Ouattara. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce 13h. Direction Gao, la localité a accueilli ce week-end le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Le chef de l'administration malienne était hier à Béra, 7 km de la ville de Gao. La localité abritera bientôt la future université de la région. Sur place, le Premier ministre s'est rassuré de l'adhésion des populations à cette initiative du gouvernement. Nous l'écoutons au micro de Agali Agissa. Il ne s'agira pas seulement d'apprendre les cours théoriques, mais que tout ce qui est expérimental qui sort de cette université puisse être appris pendant qu'on est à l'école. Deuxièmement, dans toute la République du Mali, les femmes ont un grand problème. Il n'y a pas d'eau. Le président de la transition, son gouvernement, le président du Conseil national de transition, les membres du CNT se sont dédiés à faire en sorte qu'à la fin de la transition, chaque Malienne et Malien se dise que sous le gouvernement présidé par le colonel Assimi Goïta, ce gouvernement a fait tout pour que la femme malienne se sente mieux traitée. Beaucoup d'attention aux forces armées de sécurité, beaucoup d'attention à nos militaires. Aidez-les dans leur travail. Parce que eux, le sens de leur travail, c'est votre sécurité. C'est eux qui feront de vous une nation fière. C'est la seule profession où on peut aller à la mort sur l'instruction de son chef. Je vous convie à être solidaire de votre armée. C'est en ce moment que votre président sera très fier de vous. Et il aura la confiance qu'il va vous transmettre. Parce que quand un peuple a confiance, vous pourrez relever tous les défis. Voilà, à l'instant, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, à Gao. En 5e région, l'ONG Humanité et Inclusion concerte les acteurs régionaux au développement. La rencontre se tient à la faveur de son deuxième cadre de concertation de suivi de la mise en œuvre des activités du programme de développement d'urgence PDU, un programme financé par l'Union européenne. Aminata Touré. Ce deuxième cadre de concertation régionale se veut un espace d'échange et de partage entre les différents acteurs sur la mise en œuvre des activités du programme de développement d'urgence PDU, cela dans le but de renforcer la collaboration entre les services techniques. Boubacar Keïta, coordinateur de la cellule interconsortium Mali-Mauritanie. Rendre compte aux autorités qui ont effectivement le pouvoir dans nos zones d'intervention, mais aussi et surtout prendre leur avis, notamment les services techniques, sur le cadrage technique des activités d'accompagnement, notamment les activités de moyens d'existence que nous fournissons aux ménages bénéficiaires dans le cadre du programme de développement d'urgence. Cet atelier a permis à la cellule de présenter les résultats atteints, d'analyser et d'évaluer le projet dans sa globalité et de collecter auprès des parties prenantes des propositions d'amélioration pour des actions futures. Hamma Meiga, représentant du maire de Ombori. Ils ont également appuyé des ménages pauvres à être réinsérés, c'est-à-dire après l'assistance alimentaire,
Ils ont aussi sélectionné des ménages qu'ils ont appuyés financièrement et d'autres aussi ont reçu des formations professionnelles. Youssouf Niaré, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Mopti. La tenue à Mopti de cet atelier d'échange est un grand honneur pour la région de Mopti et montre à suffisance le souci constant des ONG à impliquer l'État et à rendre compte aux autorités locales et régionales leurs actions humanitaires et de développement dans une perspective de complémentarité. A noter que le programme de développement d'urgence axé sur la résilience et la cohésion sociale est financé par l'Union européenne pour une période de 4 ans, 2020-2024. Il intervient au Mali dans les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Ménaka. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. La coopération Mali-UNICEF est au beau fixe. La mise à disposition de certaines écoles de la région de Koutiala des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement est une preuve de la vitalité de cette coopération. Pour l'opération, l'organisation onusienne a déboursé 571 millions de francs CFA. Brema Kone. Nous sommes à l'école de Signé, un village situé à 17 km de la ville de Koutiala. Le gouverneur procède à la coupure du ruban d'une adduction d'eau potable. Un coup de ciseau qui marque la remise des ouvrages WASH du plan de travail 2022-2023 de la coopération Mali-UNICEF. Ces infrastructures sont réalisées dans 12 centres de santé, 21 écoles et 11 communautés de la région de Koutiala. Dr Sissogo Mariam Kounandi, chef de bureau de zone par intérim de l'UNICEF à Sikasso. Les activités ont porté essentiellement sur la réalisation de 20 points d'eau alimentés par système solaire, 3 points d'eau équipés de pompes à motricité humaine, 75 cabines de latrines, 5 plateformes de gestion écologique des déchets biomédicaux, 37 dispositifs de lave-mains, ainsi que la sensibilisation des communautés, écoles et centres de santé sur la gestion des ouvrages et les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Ce projet innovant est supporté financièrement par l'UNICEF à travers les Pays-Bas, la Suède et la coopération canadienne pour un montant de plus de 571 millions de francs CFA. Le défi, c'est de pérenniser les bonnes habitudes d'hygiène et d'assainissement des enfants. Général Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. Ces réalisations permettront de couvrir les besoins en eau potable de 6 558 habitants de 4 localités, donner les conditions d'hygiène et d'assainissement idéales pour produire des meilleures prestations de soins au niveau de 12 structures de soins, créer les conditions favorables pour le maintien de 4 270 élèves. Le représentant des maires des communes bénéficiaires, le président du conseil du cercle de Koutiala, les directeurs régionaux en charge de l'assainissement, de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique ont tour à tour salué les bienfaits de la coopération Mali-UNICEF. Koutiala, Brehima Kone et Samba Dagamaïsa pour l'ORTM. 13h passées de 7 minutes à présent à la page Inter. Et nous commençons par le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouvert hier à Addis Abeba en Éthiopie. Les dirigeants du continent se penchent sur la lutte contre le terrorisme et l'accélération de la zone de libre-échange continentale. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Fousseni Tounkara. L'ouverture de ce 36e sommet de l'UA a été marquée par la désignation du président comorien Azali Assoumani comme le nouveau président en exercice de l'organisation, n'est-ce pas? Tout à fait, Fousseni Tounkara. C'est dans un contexte de défis que le président comorien Azali Assoumani prend les relais de l'Union africaine. D'abord, il s'agira pour lui de mettre sur les rails le marché commun africain qui tarde à se concrétiser. Ensuite, travailler à apporter des réponses idoines aux crises sécuritaires qui secouent les 4 coins du continent, sans oublier les défis économiques et alimentaires. Un autre chantier majeur sur lequel est attendu le président Azali Assoumani concerne l'urgence climatique en tant que représentant d'un pays insulaire. Le président Assoumani espère également finaliser un projet de son prédécesseur, le Sénégalais Macky Sall, celui de voir enfin l'Union africaine admise à la table du G20 lors de son prochain sommet prévu en Inde. Alors, question, comment mettre en œuvre tous ces chantiers au regard du poids diplomatique limité de ce pays? Le président comorien aura donc besoin du soutien d'autres hauts dirigeants africains pour assumer pleinement son mandat à la tête de l'Union africaine. En prenant hier à la tête de l'organisation, le président Assoumani n'a pas caché sa joie et a souligné les caractères historiques du choix des Comores, un petit pays de moins d'1 million d'habitants pour diriger cette organisation.
Merci, Brahma Traoré. Nous restons sur le continent. Le président tunisien Kaïs Saïd a ordonné hier samedi dans la soirée l'expulsion de la plus haute responsable syndicale européenne. Noam Sissoko est là pour nous en parler. Bonjour Noam. Bonjour Hussein Tounkara. Les autorités tunisiennes accusent la syndicaliste européenne Esther Lynch d'ingérence après des propos qu'elle a tenus lors d'une manifestation dans la ville de Sfax organisée par le syndicat de l'UGTT. Une ingérence flagrante dans nos affaires intérieures. C'est avec ces mots que la présidence tunisienne a dénoncé samedi la déclaration d'Esther Lynch, la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats. Dans la journée, la plus haute responsable syndicale de l'Union européenne a participé à la manifestation de Sfax qui a réuni des milliers de syndicalistes à l'appel de la puissante Union générale tunisienne du travail, UGTT. Dans son discours, Esther Lynch demandait au gouvernement tunisien de libérer les dirigeants syndicaux et de négocier avec l'UGTT pour trouver une solution à la crise politique et économique du pays. Des propos déplaisants aux oreilles du président Kaïs Saïd qui donne 24 heures à l'Irlandaise pour quitter le territoire tunisien. Alors, non, Sissoko, ce nouvel épisode illustre l'importance du bras de fer entre la puissance centrale syndicale tunisienne et le chef de l'État. L'UGTT a condamné cette expulsion. Le bras de fer entre la plus importante centrale syndicale du pays et le chef de l'État a atteint son point culminant avec l'arrestation du leader syndicaliste Anis Kaabi le 31 janvier dernier. La situation est de plus en plus tendue en Tunisie alors que les arrestations se multiplient dans les milieux politiques, médiatiques et judiciaires. Hussein Tounkara. Merci Noam Sissoko. L'actualité à l'international, c'est aussi cette manifestation dans les rues de certaines villes en France où plusieurs centaines de personnes ont battu le pavé contre le projet de loi sur l'immigration et contre les centres de détention administrative. Mohamed Sankaré, bonjour. Bonjour, Hussein Tounkara. Précisément, les manifestants dénoncent une immigration jetable et réclament la régulation des sans-papiers. Oui, Fousseini, à Paris, ils étaient plus de 1000 selon les organisateurs et 500 selon la préfecture de police à s'est donné rendez-vous devant le musée de l'immigration dans le 12e arrondissement à se rendre vers le centre de rétention de Vincennes à l'appel d'un collectif contre l'immigration jetable, regroupant notamment, bien sûr, Solidaires Droits devant la Ligue des droits de l'homme, le PCF, le Parti communiste français ou encore le nouveau parti anticapitaliste. Non à la loi Darmanin contre la répression et l'enfermement et les expulsions pour une politique migratoire d'accueil. Le projet de loi défendu par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prévoit plusieurs mesures pour faciliter les expulsions, surtout des étrangers délinquants. Une réforme du droit d'asile et un volet intégration, notamment la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs où les employeurs peinent à embaucher comme la restauration. À Lyon, plus d'une centaine de participants, parmi lesquels une poignée de gilets jaunes, ont défilé en direction de la préfecture sous des drapeaux des LFI, la France insoumise, ou encore de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, a constaté un journaliste de l'AFP. À Marseille, ils étaient encore entre 150 et 200 et se sont arrêtés longuement devant le CRA, situé dans le 14e arrondissement nord de la ville, et scandaient des papiers pour tous ou pas de papiers du tout. Où pierre par pierre, mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. On n'est pas des criminels, on a besoin et on a le droit à la liberté. Fousseini Tounkara. Merci Mohamed Sankaré. Syrie encore endeuillé, 15 personnes dont les civils ont été tués ce dimanche 19 février selon une ONG. La tuerie serait causée par une frappe israélienne sur un immeuble d'habitation à Damas dans un quartier sécurisé abritant un centre culturel iranien et le siège de plusieurs organes de sécurité. Les détails dans ce dossier signé Koumba Sissé. Cette frappe israélienne, considérée comme l'attaque la plus meurtrière en Syrie, a visé le quartier de Kafr Souza, une zone de haute sécurité où vivent de hauts responsables et se trouvent notamment les sièges des services de sécurité et de renseignement. Des images diffusées par l'agence étatique Sana montrent un immeuble d'habitation presque totalement détruit et en partie effondré dans la rue en contrebas.
Le bilan est de 15 morts, dont des civils. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant prioritairement des positions de l'armée syrienne, des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, alliés du régime syrien. L'État hébreu commente rarement ses frappes contre la Syrie, mais affirme régulièrement qu'il ne laissera pas l'Iran étendre son influence aux frontières d'Israël. Les autorités israéliennes dénoncent fréquemment l'aide militaire apportée par l'Iran à Damas ainsi qu'à des groupes chiites comme le Hezbollah. Début janvier, 4 personnes, dont 2 soldats syriens, avaient été tuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme dans des frappes israéliennes contre l'aéroport international de Damas qui avait mis cette infrastructure hors service pendant plusieurs heures. 13h passées de 14 minutes. À présent, la page sport. Et c'est avec vous, Famrou Djourté. Bonjour. Bonjour, Fousseni Toungara. Après sa défaite en football, 3-1 lors de la première journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF, l'AS Real de Bamako reçoit ce dimanche au stade du 26 mars à partir de 16h GMT, l'US Monastir. Oui, le défi pour les Scorpions est simple, éviter à tout prix une seconde défaite pour ne pas hypothéquer leurs chances de qualification pour le prochain tour. L'objectif est de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse gagner ici, a déclaré Nuhum Diané, entraîneur de l'AS Real en conférence de presse d'avant-match en présence de notre reporter Isaac Tienou. Notre objectif, c'est quand même de tout faire pour se qualifier pour le tour suivant. On n'a pas fait un mauvais match contre le tout-puissant Mazembe. Il y a eu des choses qui ont manqué sur le plan offensif. Je pense qu'on a eu énormément de difficultés à se créer des occasions, à marquer des buts. Et nous espérons que réellement les joueurs vont comprendre. On a travaillé dans ce sens-là en espérant réellement qu'on puisse être plus efficace par rapport à la finition et sur ces matchs-là. Voilà, c'était là Nuhum Diané, l'entraîneur de l'AS Real de Bamako en conférence de presse. Et du côté tunisien, l'objectif est de faire un meilleur résultat à Bamako. Et pour ce faire, les joueurs de l'US Monastir se disent déterminés pour cela. Écoutons Amer Omrani, défenseur de l'US Monastir, toujours au micro de Isaac Tienou. On est bien concentré. Pour nous, il n'y a pas une différence entre si on joue à domicile ou à l'extérieur. On est bien déterminés. Le plus important pour nous, c'est de ramener le maximum de points. Je pense que tous les joueurs sont concentrés et on va faire de notre mieux pour arracher nos points. Depuis l'année dernière, quand on est qualifié, c'était ça notre objectif. On est bien déterminés, on a confiance en nos qualités et on joue bien sûr pour gagner la compétition, pour le titre. Voilà, la rencontre à Israël de Bamako, US Monastir de Tunisie, sera dirigée par un quatuor ivoirien. L'arbitre principal Patrick Tanguy Jean-Philippe Vley sera assisté de Kobinan Prosper Adjouman et Kalilou Bamba. Soro Tino Ferré assurera le poste de 4e arbitre. Un match à suivre sur nos antennes télé et radio. Les enjeux seront différents selon les groupes lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. 2 victoires en 2 sorties, c'est l'objectif commun que vise le tout-puissant Mazembe de la RD Congo et l'US Monastir de Tunisie, actuel co-leader du groupe D de la Coupe de la CAF. Les Congolais et les Tunisiens veulent déjà prendre le large dans la poule avant leur confrontation lors de la 3e journée. Dans le groupe A de cette Coupe de la CAF édition 2023, le FC Lupopo doit déjà se relancer dans la course à la qualification. Les Congolais ont lourdement chuté d'entrée chez l'USM Alger 3-0 et doivent impérativement prendre des points au moment de recevoir les Sud-Africains de Marumo Gallants, large vainqueur d'Al-Akhtar lors de la première journée, 4-1. Et pour compliquer un peu plus leur mission, c'est en Zambie, au stade Levi Mwanaweza de Ndola, que les hommes de notre compatriote Mohamed Magasuba vont recevoir leur adversaire faute d'enceinte homologuée par la CAF. En déplacement à Libye, l'USM Alger a en revanche une carte à jouer face à la formation la plus modeste du groupe, du moins sur le papier. Dans le groupe B, l'opposition entre Rivers United et l'ASEC Mimosa vaudra le détour. Les Nigérians ont lourdement chuté au Congo contre Diable Noir 3-0, alors que l'ASEC a été tenu en échec devant son public face au Daring Club Motema Pembe 0-0. Les deux équipes doivent impérativement faire un résultat sous
peine de se faire décrocher au classement. Diable Noir pourrait en profiter pour prendre ses distances en cas de succès contre le Daring Club. Mais ils partent favoris de la rencontre. Les Brazzavillois devront se méfier du voisin quinois car un derby n'est jamais gagné d'avance. Il sera aussi question de derby dans le groupe C entre Futur FC et Pyramide FC. Les deux formations égyptiennes auront à cœur de lancer leur campagne en signant leur première victoire après un match nul lors de la première journée. Il y va de même pour les Phares de Rabat qui accueillent Kara dans un groupe où toutes les équipes comptent un point après une journée et comptent enfin lancer leur campagne africaine. La deuxième journée a pris fin donc ce samedi en Ligue des Champions avec des surprises. Petro Luanda d'Angola est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse des Congolais de l'AS Vita Club. Les Angolais de Petro Luanda sont en tête du groupe A avec 4 points à égalité avec les Algériens de la JS Kabylie qui ont battu les Marocains du Wydad Casablanca. Dans le groupe B, Al Hilal du Soudan s'est rattrapé après sa défaite lors de la journée initiale. Opposé à Al Ahly d'Égypte ce samedi à l'occasion de la deuxième journée, le club soudanais l'a emporté 1-0. Cette victoire permet à Al Hilal de prendre la deuxième place du groupe derrière Mamelodi Sundowns, vainqueur de Coton Sport de Garoua 3-1. Une semaine après avoir cartonné Vipers SC 5-0, les Marocains du Raja Casablanca sont allés laminer Simba SC en Tanzanie 3-0. Ils sont logiquement à la première place du groupe C devant le Oroya AC de Guinée, 4 points, qui a ramené un point de son déplacement en Ouganda contre Vipers 0-0. Dans le groupe D, CR Belouizdad et l'Espérance de Tunis, deux équipes qui avaient gagné lors de la première journée, s'y faisaient face et les Tunisiens sont allés surprendre les Algériens 1-0. L'Espérance est donc leader avec 6 points devant le CR Belouizdad 3 points. Le Zamalek et El Merreikh du Soudan ont chacun 1 point. La CAN 2023 des moins de 20 ans démarre ce dimanche en Égypte. 2 équipes sont en lice pour un titre de 4 places au mondial. Oui, 12 équipes en lice. La 22e édition de la CAN U20 se tient en Égypte du 19 février au 11 mars. Au moment d'entrer dans le vif du sujet, l'enjeu sera double pour les 12 nations en lice. Si elles auront toutes les yeux rivés sur le trophée de champion d'Afrique, elles viseront avant tout une qualification pour la demi-finale car c'est l'intérêt second mais tout aussi important de cette édition qui se déroule en Égypte. Les demi-finalistes valideront leur qualification pour la Coupe du Monde de la catégorie qui se déroulera du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie. Les plateaux de cette édition s'annoncent relevés avec bon nombre d'équipes habituées à la compétition et surtout à la remporter. C'est notamment le cas dans le groupe A avec le Nigeria déjà vainqueur de la CAN U20 à cette reprise, un record. Les Flying Eagles entendent décrocher un 8e sacre sur le sol égyptien, mais ils devront batailler dans le groupe A face aux pays hôtes, notamment avec ses 4 sacres dans le tournoi. L'Égypte compte imposer sa loi devant son public. Les Pharaons devront aussi se méfier du Sénégal. Après 3 finales consécutives, les Lionceaux comptent enfin se hisser sur la plus haute marche du podium. Pour cela, ils comptent surfer sur la dynamique actuelle du football sénégalais qui gagne toutes les distinctions continentales depuis 1 an avec comme dernier trophée le CHAN 2022 remporté en Algérie. Le Mozambique sera la 4e équipe de la poule. Les Mambinas vont disputer la 2e CAN U20 de leur histoire après celle de 2021 en Mauritanie, ponctuée par une élimination dès le premier tour. Dans le groupe B, l'Ouganda, la Centrafrique, le Soudan du Sud et le Congo vont en découdre. Finalistes malheureux de la dernière édition, défaite face au Ghana, les Ougandais vont tenter de remporter le premier titre de leur histoire chez les U20. Forts de leur expérience, ils partiront avec les faveurs des pronostics, mais devront se méfier du Congo, vainqueur en 2007, mais aussi de la Centrafrique qui a remporté le tournoi Unifac devant le Cameroun et la RD Congo pour valider sa qualification en phase finale. Quart de finaliste en 2021, les Fauves juniors arrivent avec de l'ambition. De son côté, le Soudan du Sud fera figure de novice pour leur première participation à une phase finale. Les Bright Stars voudront jouer les troubles fêtes. Le groupe C s'annonce tout aussi ouvert avec des habitués de la compétition, Tunisie, Zambie, Bénin et Gambie. Après leur affrontement lors de la petite finale de la CAN U20 en 2021 en Mauritanie, Gambiens et Tunisiens se retrouvent cette fois dans le même groupe. Après leur 3e place, les Scorpions juniors auront à cœur de franchir un cap pour atteindre la finale, alors que les Tunisiens voudront rééditer la performance de leurs aînés de 1985 avec une place de finaliste. Habituée de la compétition et titrée en 2017, la
Zambie aura son mot à dire avec une génération montante de joueurs. Le Bénin va lui retrouver la CAN U20 10 ans après sa dernière participation. Les Néo-Guépards juniors tenteront de rééditer leur performance de 2005, ponctuée par une 3e place à domicile, ce qui serait synonyme de qualification pour le mondial U20, un objectif que voudront atteindre toutes les équipes en lice avant le titre de champion d'Afrique. Fameux Durté, pour terminer, les finales de la Supercoupe du Mali de basketball se jouent cet après-midi. Stade malien de Bamako, AS Police en dames et Stade malien de Bamako, AS Mandé en hommes sont les affiches des finales de la Supercoupe du Mali 2023 en basketball. Les deux rencontres se jouent dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. La nouvelle saison du championnat national de première division en dames et messieurs débute le 3 mars 2023, a annoncé la Fédération malienne de basketball. Merci pour ces détails. Focus santé. La prostate a tendance à prendre du volume quand l'homme approche les 50 ans et continue de grossir avec l'âge. Cette croissance est appelée hypertrophie bénigne de la prostate. Elle ne pose généralement aucun problème avant un âge avancé selon les spécialistes. Sachez que l'un des symptômes courants est l'envie fréquente d'uriner. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara. Chez certains hommes, avec l'âge, la prostate devient trop volumineuse et gêne l'émission d'urine. Cette croissance excessive est appelée hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate. Dr Daouda Sangaré, chirurgien urologue au CHU Bokar Sidissal de Kati. En fait, cliniquement, comment ça va se présenter? Ça va se présenter par une augmentation de son volume. Donc, à un certain volume, comme le siège se situe sous la vessie et l'urètre passe à l'intérieur de cet organe-là, ça va entraîner des gènes mictionnels avec même une altération de la qualité de vie. Donc, grosso modo, nous pouvons dire que l'hypertrophie bénigne de la prostate n'est autre chose qu'une augmentation du volume exagéré de la prostate. Cette pathologie est quasi inévitable après 50 ans. Dr Daouda Sangaré, chirurgien urologue au CHU Bokar Sidissal de Kati. Des études ont montré que cette maladie, après 50 ans, à peu près 50% des hommes ont une augmentation du volume sans pour autant avoir des manifestations. Et c'est seulement après 65 ans que 30% des patients ont une manifestation clinique de la maladie. Donc nous-mêmes, dans nos pratiques de tous les jours, nous ne traitons pas le volume de la prostate, mais nous traitons sur les manifestations qui sont en rapport avec le volume de la prostate. Conséquence, uriner devient de la mer à boire. Dr Daouda Sangari. Le patient aura des difficultés de les faiblesses de jets, les jets hachés, c'est-à-dire les jets qui seront entrecoupés. Il y aura des gouttes retardataires. Donc ce sont ces symptômes-là avec toujours une insatisfaction après la miction, toujours avec la sensation que la vessie n'est pas complètement vide. Les complications peuvent aller d'une rétention aiguë d'urine ou impossibilité totale d'uriner à des présences du sang dans les urines. On peut avoir une insuffisance rénale, voilà, cette fois-ci aiguë, et même toujours, dans les complications aiguës, nous pouvons avoir les infections urinaires. Mais à long terme maintenant, nous pouvons avoir des complications chroniques. La rétention, cette fois-ci, le patient qui avait une impossibilité d'uriner va avoir des urines, mais ce n'est que le trop-plein vésical. Et secondairement, nous pouvons aussi avoir des hernies, les hernies de l'aine, et aussi des calculs des calculs de stase. Le traitement comprend la prise de médicaments qui nécessitent souvent la phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes, la chirurgie et une intervention chirurgicale peu invasive. Le traitement chirurgical aussi est du domaine mini-invasif. Et la chirurgie mini-invasive, il faut se le dire, est une question de droits humains aujourd'hui. Donc actuellement au Mali, comme ça se fait dans d'autres pays dits développés dans le domaine de la santé, on peut faire la prise en charge endoscopique aujourd'hui de l'adénome de la prostate. Et nos résultats n'ont rien à envier avec ce qui se fait ailleurs. Le spécialiste rassure quant à la guérison totale de l'adénome de la prostate sans pour autant écarter le risque de récidive qui reste quand même très minime. 13h30, moins 3 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Foussine Tounkara Traoré, assuré la connexion technique. Une édition réalisée par Lassina Keita. L'édition a été coordonnée par Brahma Traoré et Ségou Traoré, assuré la mise en ligne. Prenez bien soin de vous, restez connectés tout à l'heure. Rétro 7 avec Famouro Djurté. Bon dimanche à vous.